Deuxième sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Nous évoquons maintenant cette nouvelle prolongation de la révision des listes électorales. Le gouvernement ivoirien a décidé mardi de proroger à nouveau jusqu'au dimanche 5 juillet la période de révision des listes électorales en vue de la présidentielle du 31 octobre prochain à la demande des parties prenantes au processus électoral et soucieux de la participation massive aux élections. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI, a décidé de proroger à nouveau la période de révision de la liste électorale jusqu'au dimanche 5 juillet à 12h GMT. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Alors, l'argument du gouvernement, Jérôme Sossou, c'est qu'il faut que la participation soit massive, mais en même temps, est-ce que depuis le début jusqu'à maintenant, ça ne cache pas plutôt le fait que les gens ne se mobilisent pas, en fait? Non, mais au contraire, on disait que la mobilisation ne faiblit pas. Donc c'est pour ça que le Conseil des ministres a décidé d'ajouter 5 jours pour permettre à plusieurs Ivoiriens de se faire inscrire sur la liste électorale. On se rappelle que la révision des listes électorales a commencé le 10 juin pour se terminer le 24. Et puis, sur proposition de la classe politique de l'opposition, on a encore ajouté, on a produit ça jusqu'à 30 juin. Et maintenant, la commission électorale se dit mais que chaque année, il y a 25 000. Chaque année, lorsqu'on va faire la révision des listes électorales, il y a 25 000 Ivoiriens au moins qui s'inscrivent, qui se font inscrire sur la liste. Et que le Conseil des ministres a trouvé que plusieurs sont restés encore. Si on s'arrêtait au 30 juin, plusieurs vont rester sur le carreau. Et donc, le Conseil des ministres a jugé bon d'ajouter 5 jours. Ça fait pratiquement 30 jours pour une révision de liste électorale comparativement à ce qu'on voit dans certains pays. Et donc, bon, moi, je crois que moi, je juge ça de la bonne volonté du régime ivoirien de voir les Ivoiriens s'inscrire massivement sur la liste électorale, parce qu'aujourd'hui, on estime sur les 25 millions d'habitants ivoiriens, on estime qu'il y a 6 millions 600 qui se sont déjà fait inscrire. C'est très faible par rapport. Donc c'est pour ça que je vois la bonne volonté du régime de donner la possibilité même à ces Ivoiriens de s'inscrire massivement, surtout quand on dit que la mobilisation ne faiblit pas. Et donc on attend de voir si réellement le taux qu'on estime avoir sur le fichier électoral va se concrétiser. De toute façon, le 31 octobre, ce n'est plus loin. Donc, on attend de voir ce que ça va donner, cette révision de liste électorale au terme du 5 juillet prochain. En même temps, Chris, on peut proroger la révision jusqu'à septembre. On n'aura jamais 100% d'inscrits. Comme on le voit, on n'aura jamais 100% d'inscrits, en tout cas de ceux qui sont en âge de voter. Mais je reviens un peu sur la question que tu as posée, mon cher Sossou. C'est pour dire que, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu prorogation. C'est, je crois, la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Il y en a eu une première fois. Jusqu'au 30 juin. La deuxième ensuite, fois. on a ajouté encore 5 jours. C'est pour dire qu'il n'est pas à exclure que les donnes politiques ont entre-temps aussi changé. Vous savez, entre-temps, il y a eu l'affaire Gbagbo qui a connu un nouveau rebondissement. Vous savez, cela donnait peut-être espoir à ceux qui, au départ, n'étaient pas partis pour s'inscrire, qui se disaient à quoi bon s'inscrire. Mais vous savez, beaucoup de choses ont changé, surtout avec cette libération de Gbagbo, qui a sans doute ramené encore d'autres personnes la volonté de qui ont retrouvé, je crois, une raison de participer au processus électoral, parce qu'ils se sont dit peut-être que il se peut que celui-là qu'ils considèrent comme leur champion revienne. Et vous savez très bien que si l'affaire Gbagbo là ne parvenait pas à son terme, il n'est pas évident que les gens, que l'élection connaissent le même engouement qu'il aurait connu si jamais il est inscrit par exemple au nombre des candidats. Donc je crois que les gens
gens sont quand même quelque part dans la prévention, ce qui fait que la question que tu as posée est quand même une question pertinente, parce que au départ, lorsqu'on a fixé que tout pouvait se faire dans un délai donné, c'est parce que les spécialistes de la chose ont estimé que le nombre de jours là qu'ils avaient arrêté, c'est suffisant pour qu'il y ait, parce que cela se joue aussi par rapport à ce qui a été vu, à la situation qui prévalait dans le pays, parce que par le passé, c'est peut-être 2 semaines, c'est peut-être 1 semaine, 2 semaines, ces 2 semaines étaient suffisantes pour l'enrôlement, mais si aujourd'hui on est passé de 2 semaines à 25 jours. Là. À 25 jours pratiquement, ça voudra dire qu'il y a quand même quelque chose qui, quelque part, a permis ou bien a obligé à motiver ce report-là. Donc, c'est vrai, il se peut aussi que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ça, je crois que c'est une façon de voir, une vue d'esprit. Peut-être que si dans certaines zones qu'on considère favorables, par exemple, au pouvoir en place, ils ont estimé qu'il n'y a pas eu la mobilisation escomptée. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, par exemple? Il n'y a pas à exclure ces subterfuges-là pour que ceux qui sont favorables au régime s'inscrivent massivement. Si jamais il attend, par exemple, 6 000 personnes dans telle contrée ou dans telle province, mais il se peut qu'on en ait eu que peut-être 200, 300, parce que vous n'oubliez pas qu'au nord, il y a une fissure, la fissure entre Ouattara et Soro, parce que Soro ne va pas se présenter aux élections, donc cela peut entraîner aussi une baisse de régime en ce qui concerne l'enrôlement, parce que les partisans de Soro, par exemple, peuvent décider de ne pas se présenter parce qu'ils prévoient le fait que Soro ne sera pas candidat. Donc, il y a tout un ensemble de paramètres qu'il faut étudier, et non pas, parce que ce n'est pas seulement par la bonne volonté du gouvernant qu'on prolonge par 2 fois, mais ça peut aussi tenir d'un calcul politique. Voilà. Justement, l'opposition qui ne veut pas être dupe estime que les arguments avancés par le pouvoir pour proroger sont des arguments fallacieux et que le pouvoir cherche à inscrire massivement d'étrangers sur les listes électorales. On a toujours l'habitude d'entendre ces chansons partout lors des révisions des listes électorales à travers le continent. Mais je crois que à la première prolongation, c'est l'opposition qui l'avait demandé, parce que elle considérait que peut-être que ces militants ne se sont pas suffisamment mobilisés pour l'enrôlement. Et donc, maintenant, si c'était le cas, pourquoi est-ce que maintenant l'opposition dit autre chose par rapport? Moi, je crois plutôt que si c'était le cas, la deuxième prolongation devait plutôt l'arranger. Maintenant, je suis d'accord avec Joanne lorsqu'il disait que, avec des calculs politiciens, peut-être que le régime en place trouvait que la mobilisation à des endroits qui lui sont favorables sont faibles, et donc peut quand même prolonger pour voir si, en même temps sensibiliser, pour voir si il va trouver beaucoup plus de nombre. En même temps, avec l'arrivée de Gbagbo, on ne sait même pas si il lui serait favorable de déposer candidature, mais de toute façon, comme ce sont dans les calculs politiciens, on peut estimer. Maintenant, par rapport à la situation ou bien à la position de Béthié, je crois qu'avec tous ces éléments, c'est de bonne guerre chacun cherche dedans. Chacun cherche dedans, le pouvoir en place cherche dedans, l'opposition, tout le monde cherche dedans. Donc, le fait même que, pour moi, 25 millions d'habitants, on trouve 6 millions d'électeurs, c'est véritablement insuffisant par rapport même au crédit que ce nouvel homme qui sera élu va avoir pour vraiment diriger le pays. Donc c'est pour ça que moi je dis, bon, peut-être de l'autre côté ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre, ça serait une bonne guerre pour qu'on voit suffisamment les Ivoiriens s'inscrire. Il peut y avoir même qu'on trouve un grand nombre sur le fichier et que le jour du vote,
des gens peuvent s'abstenir parce que peut-être ils ne trouvent pas leurs intérêts, peut-être que celui pour qui ils veulent voter, on l'a mis de côté. Donc ça peut quand même donner, c'est que la mobilisation ne peut pas porter si véritablement les raisons pour lesquelles des gens sont en train de se mobiliser autour des listes là le jour du scrutin, si ces intérêts n'arrivent pas, je crois que bon, on aura un grand nombre sur le fichier, mais le taux de participation serait faible. Dans la plupart des pays où on voit des prolongations se faire, c'est soit parce que on a enregistré des problèmes techniques, des machines qui ne répondaient pas et tout, et on donne un jour supplémentaire. Ici, on donne une première fois, je pense, 6 jours. Après, non, 10 jours. On a un premier. C'était parti du 24 de 10 au 24. Oui, le 10, ça c'était la période normale. Oui, maintenant, du 24 au 30, ça fait 6 jours. Puis du 30 au 5, oui. C'est pas. On a ajouté 11 jours supplémentaires. On nous dit que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent et on veut leur donner la chance de s'inscrire. Oui, je crois que... Ça ne se comprend pas. Il n'y a pas de logique dans cet argument-là. Non, tout à l'heure, je crois que tu l'as dit que l'opposition estime que c'est pour enregistrer beaucoup d'étrangers. Mais je crois que si c'est seulement pour enrôler les étrangers, on aurait pris des dispositions assez tôt pour le faire. Si tel est le cas, que ceux qui font l'enrôlement veulent enrôler des étrangers. Et lorsqu'on parle de ces étrangers-là, généralement, on parle des Burkinabés, des Miliens, des Maliens, qui généralement sont un peu proches de qui on sait. Et puis on estime ça. Mais je crois que ce qui est sûr, c'est qu'il y a une faiblesse dans la mobilisation même de l'électorat, de l'électorat. Et je crois qu'il a dit, mon frère Sossou l'a dit tout à l'heure, que cela serait de nature à décrédibiliser même le processus. Si jamais sur une population de 25 millions d'habitants, il n'y a que peut-être, parce que même sur les 6 millions enregistrés en ce moment, il se peut même que ce soit seulement une participation. 3 millions, 4 millions, ce qui n'est pas normal, parce qu'on ne peut pas être 25 millions, 25 cerveaux dans un pays ou bien 20 cerveaux dans ce pays pour n'en utiliser que 2 millions ou 3 millions. Cela ne serait pas normal. Et je crois qu'il se peut que... Mais le processus électoral, le vote n'est pas contraignant dans nos pays. Donc contraignant non plus, parce que les gens sont libres d'aller voter. Et je crois que tout cela n'est pas de nature à crédibiliser le processus. Et je crois que ceux qui enrôlent l'ont vu et voudraient tout faire quand même pour rehausser un peu la chose, de telle sorte qu'on dise que l'élection là a eu de l'engouement. Parce que voilà, le président sortant, Ouattara, qui est en train de finir son mandat et qui, dont certains le couvrent d'éloges en ce qui concerne les résultats qu'il a obtenus, résultats du point de vue économique, social, etc., même vis-à-vis même du partage des ressources de l'État, etc. On estime que ça a été, les 2 mandats-là ont marché au-delà même des attentes, parce que la Côte d'Ivoire était partie d'une situation politique assez heurtée qui, en principe, ne permet pas qu'on obtienne de bons résultats en ce qui concerne la gestion, en ce qui concerne la gouvernance, mais quand même, vaille que vaille, la Côte d'Ivoire, les 2 mandats que Ouattara a passé au pouvoir, on peut dire que ces mandats-là sont couverts d'une forme de satisfecit, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas retombée dans la guerre. La Côte d'Ivoire a quand même rehaussé ses balances à tout point de vue. Mais maintenant, pour couronner tout, il faut que ces élections-là qui sont entendues soient des élections qui marchent quand même, pour qu'on parle de la cerise sur le gâteau. Mais si jamais il laissait le pouvoir et on estime que ceux qui sont allés voter sont très 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 peu nombreux, ça ternit quelque part cette aura-là. Ça ne sera pas une première pour Ouattara. Vous vous rappelez le référendum qu'il avait organisé, ça avait mobilisé à peine 23% des inscrits. Oui, c'est-à-dire que c'est
c'était un truc qui suscitait beaucoup de réserves parce qu'on estimait qu'il le faisait juste pour se représenter pour un troisième mandat. Donc c'était une initiative très controversée en ce sens qu'on a vu cela ailleurs, par exemple en Guinée. Vous savez très bien que on suppose que si le président Conté a procédé au changement, au toilettage c'est pour se représenter. Et cela s'est passé un peu partout, comme cela se passe aujourd'hui en Russie avec Poutine qui aussi procède au changement. Voilà, qui après 4 mandats entrecoupés par le milieu du mandat de son colistier, Medvedev, voilà, qui veut encore revenir, rester au pouvoir pour 2 mandats encore. Donc vous voyez que le scrutin, référendum-là, a un goût amer chez certains. Certains estiment que c'est absolument politicien. Cela va permettre au président sortant qui passe déjà 2 mandats de revenir. Et cela, justement, n'a pas suscité d'engouement. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un scrutin qui, en principe, doit faire partie Ouattara pour installer un nouvel homme dans le fauteuil présidentiel. Et en principe, ça doit susciter de l'engouement. Vous l'avez dit tantôt, quand l'opposition dit, par exemple, que la CEI préparerait des fraudes en cherchant à inscrire des millions d'étrangers. C'est commun à la plupart des pays. Lorsqu'on veut faire des recensements ou des révisions, tout le monde dit qu'on prépare des choses. Comment on explique cette fixation sur la question des listes électorales alors que ce n'est pas les listes qui votent, c'est des gens qui vont voter? Oui, mais ce sont des gens qui sont inscrits. On peut mettre 10 millions, mais si vous n'êtes pas dessus, vous ne pouvez pas voter. Naturellement. Mais généralement... Il faut être dessus aussi pour pouvoir voter. Oui, généralement, c'est ce qu'on malheureusement on constate sur, dans les périodes électorales, c'est comme ça. Et puis, moi, je me pose toujours la question de savoir... L'opposition se tient comment dans ce pays-là pour ne pas quand même regarder exclusivement dans la marmite pour à chaque fois se dire on prépare la fraude et puis je me dis parfois même qu'on se prépare pour ne pas accepter les résultats qui seront issus de l'opinion pour tout à fait. Si l'opposition ivoirienne aujourd'hui sait que déjà on va enrôler des étrangers, je crois qu'elle devra avoir des moyens pour empêcher cela, puisqu'elle se dit déjà que c'est ce qui va se faire. Et donc, il faudrait que l'opposition s'arme de tous les moyens pour mettre fin à cette situation. Elle est présente à la CEI, normalement. Naturellement. C'est pour ça qu'on ne comprend pas aussi ces sons de cloche qu'on essaie de faire. Oui, c'est la conclusion que moi je tire, parce qu'on prépare l'opinion pour ne pas accepter les résultats qui seront issus, même si les élections sont plus ou moins transparentes. Bon, maintenant, je reviens encore sur le nombre d'électeurs, c'est-à-dire à ce jour 6 millions. Je me dis que ce sont les 6 millions qui vont voter aussi pour les députés. Les députés. Bon, maintenant, avec l'hémicycle ivoirien, ce grand nombre-là, 6 millions seulement va voter. Quelle serait véritablement la responsabilité même vis-à-vis de l'Assemblée nationale à ce peuple-là? Donc moi, je me dis que, franchement, en Afrique, les élections sont de véritables problème. Déjà, la préparation, les préparatifs du processus jusqu'à son terme, la proclamation des résultats provisoires et définitifs, tout ça là constitue de véritables problèmes. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, moi, ça me donne du souci, parce que jusqu'à ce jour, rien n'est encore clair. Au niveau de Gbagbo, au niveau de Ouattara, c'est vrai que c'est Bédié seul qui donne l'impression de revenir à tout prix, même si des gens ne sont pas d'accord, au niveau même de Soro. Donc moi, je ne sais pas ce que cela va donner en fait. Ouattara, lui, il a déjà désigné son dauphin. Non, mais... Techniquement, il doit rentrer, il doit revenir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous sommes le 2. Il est inscrit sur le vol Air France qui revient à Abidjan. Oui, avec toutes les informations qu'on avait eues, cela c'est que par rapport même à la position de Ouattara, à la position de
de Macron, etc. Rien n'est encore moins sûr. Pensez que Ouattara peut revenir sur sa parole? Pourquoi pas? Si ils sont des politiciens, ils n'ont pas honte. À tout moment, ils peuvent décider de revenir. Les Ivoiriens vont crier, peut-être que des gens vont mourir, et puis bon, ça va s'arrêter là. Il va continuer son 3e mandat jusqu'à le cas s'est posé au Togo. On a crié pas de 4e mandat à M. Fogna Sigbe, on a tout fait, mais des gens ont fermé, on a embauché les oreilles, on a fermé les yeux. M. Fogna Sigbe a été aux élections, et là, même si aujourd'hui on ne le sent plus comme on l'avait senti avec cet engouement lors des campagnes électorales, on ne sait plus. Il y a la maladie aussi qui a joué. Hein. Non, mais c'est à ce moment-là qu'il faut on devait le sentir venir au devant de la scène, parce que les autres chefs d'État africains le font. On les voit à tout moment s'intéresser, s'impliquer véritablement dans cette histoire de coronavirus. Mais nos chefs d'État, on ne le sent pas du tout, on ne sait même pas. C'est pas le président. Le président prend les décisions, mais c'est pas lui qui exécute sur le terrain. Je suis d'accord, je n'en discorde pas, mais je crois que si en principe tout le monde tient correctement son rôle, si tous les acteurs du processus tiennent correctement leur rôle, il n'y a pas quand dans je rappelle, on ne va pas parler du Togo, on aura le temps de revenir là-dessus. Restons sur la Côte d'Ivoire. Quand on regarde aussi un peu les choses au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un peu c'est un dénominateur commun à tous nos pays. Oui. Chaque fois qu'il y a révision, recensement, on pose les mêmes problèmes. Mais lorsqu'on est en période hors électorale, on ne cherche pas à agir pour régler ces problèmes. Pour ne pas les avoir finalement à la fin. Oui, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure par mon confrère, parce qu'il dit que lorsque la question se pose, mais si l'opposition qui en principe sort les faits du genre, ne travaille pas pour résoudre le problème en amont, il faut au moins il faut au moins qu'elle s'en occupe en avant. Après, au moins, les élections, on ne sent jamais les gens s'investir dans le règlement des problèmes une fois les élections passées, mais c'est seulement à l'approche des élections qu'on fait des pieds et des mains. Je crois que généralement, et c'est une pratique aussi qui permet qui tend à salir l'adversaire et à jeter du discrédit sur le processus d'élection, pour dire que, surtout qu'on n'était jamais sûr qu'on sorte de ces élections vainqueurs. On prépare déjà l'opinion pour contester cette élection-là. Et tous les coups sont permis lorsque ces élections-là sont envisagées. Parce qu'il est constaté qu'une fois ces élections passées, il y a un silence de cathédrale jusqu'à ce qu'une autre élection se présente. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit les gens s'activer. Pour soulever des tensions. Voilà, pour salir le processus et dire que tel est mal élu ou bien a fait de la fraude, son cheval de bataille, etc. Mais je crois que la question qui se pose aujourd'hui, qu'il faut que les adversaires politiques, surtout ceux qui ne sont pas au pouvoir, s'investissent à fond pour faire en sorte que ce qu'ils veulent n'arrive pas. Au lieu d'attendre que cela arrive et ensuite pousser des cris d'orfraie pour dire qu'on nous a triché, le processus n'a pas été régulé, etc. Mais lorsque vous êtes leader, vous devez en principe être un peu plus que le citoyen ordinaire. Ça voudra dire que c'est que vous avez la capacité d'inverser les tendances. Vous avez un peu plus que le citoyen ordinaire. C'est pour cela que vous vous mettez devant. Mais si vous vous mettez devant juste pour faire des débats sur les médias, etc., et on ne voit pas la pertinence de vos actions par rapport aux actions que posent ceux qui sont au pouvoir, on estime que vous n'êtes pas à la mesure de la réputation que vous vous donnez. Ça voudra dire que vous êtes dans une posture dans laquelle n'importe qui peut se retrouver, et à condition que, il est voix au chapitre, il est ouverture sur les médias, etc. Moi, je le dis souvent que dans les grands débats, généralement dans nos pays, on ne voit pas les opposants qui donnent des programmes, qui donnent des chiffres, qui disent ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ne vont pas faire, qui donnent des balises de leur pouvoir, etc. On ne les voit jamais
dans de grands débats, tout ce qu'ils savent faire, c'est de dire que voilà, tel est un tricheur, tel ne doit pas être au pouvoir. Mais pourquoi eux, ils doivent être au pouvoir? Qu'est-ce qu'ils ont d'avantageux par rapport aux autres? Et tout leur programme, il en parle comme l'alternance devrait suffire pour meubler le programme. Mais dans les grands débats, des débats économiques, des débats culturels, des débats sociaux, on ne les a jamais sentis. Et surtout qu'on ne les a jamais vus dans un débat contradictoire pour opposer leur opinion aux autres, à l'opinion surtout de ceux qui gouvernent. Mais ceux qui gouvernent, on sait, ils ont des bilans à présenter. Ils sont de ce fait vulnérables. Mais ceux qui ne sont pas encore au pouvoir, ils se sentent pas vulnérables parce qu'ils se cachent dans la thèse de l'alternance pour dire que voilà, il suffit de tourner la page pour les voir arriver. Mais pourquoi doivent-ils arriver au pouvoir sur ce chapitre-là? Il faut dire aussi que même ceux qui sont au pouvoir ne sont jamais vus dans des grands débats. Ils défendent jamais, comment appelle-t-on? Il y en a même qui ne disent rien. C'est-à-dire qu'il y a une opacité qui couvre tout, on ne rend pas compte, on ne dit rien à personne, et on attend, on sait que à la prochaine élection, on va rapporter parce que on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et puis, c'est ce qui fait que en réalité, l'opposition aussi n'a pas, en tout cas pour moi, cette envie-là de se figurer dans des grands débats, de dénoncer. De toute façon, c'est vrai que moi je prends le cas du Togo, je n'ai pas encore senti l'opposition togolaise aller jusque dans les tréfonds de la gestion même du pays, combien l'État dépense par jour, comment on gère l'argent et tout. C'est comme on attend, on crie le haut changement. Bien sûr. C'est la Côte d'Ivoire, je rappelle. De toute façon, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Depuis, on dit Ouattara ne devait plus se positionner. Ouattara a accepté. Bon, en tout cas, pour le moment, il a accepté. Il a cherché un dauphin. Mais jusqu'à alors, on nous a pas encore dit comment Ouattara gère le pays, combien il dépense par jour dans ses voyages. On ne nous dit pratiquement rien. Mais malheureusement que les petites actions que Ouattara a concrétisées en Côte d'Ivoire lui a encore donné un peu de crédit. Les routes, les infrastructures sanitaires, etc. a encore donné un peu de crédit comment appelle-t-on à Ouattara. Et si quelqu'un qui viendra, par exemple, de l'opposition ne fera pas comme Ouattara, mais les Ivoiriens seront complètement déçus. On va aller à la grande pause maintenant et nous revenons après le journal pour continuer.